Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui donc, pour la conférence de Constance Guisset, qui est l'invitée d'honneur et la présidente du jury Design Parade hier. Donc avec Constance, comme Jean-Pierre le disait hier et toute la semaine, c'est des retrouvailles parce qu'on a grandi ensemble dans le design. Nous avec Design Parade, moi bébé stagiaire et toi finaliste. Et on est très contente de se retrouver aujourd'hui et de partager tout ça avec vous. Donc on est en compagnie de Chloé Pitillot qui va discuter avec Constance. Au nom de Jean-Pierre Blanc, de Pascal Mussard et de toute l'équipe de la Villa Noailles, je vous souhaite de passer un bon moment et je laisse la parole à nos deux invités et amis. Bonjour à tous. Moi, je suis très touchée d'être ici aujourd'hui avec Constance, dont je suis le travail depuis très longtemps. La Guisset Space Station est sur orbite et on l'observe depuis des années dans les musées. Je crois qu'on va simplement discuter toutes les deux, Constance. Ça doit être assez émouvant, je pense, pour toi d'être ici après ces 2 années un peu en stand-by. Ces 2 années pas entièrement passées en quarantaine, mais quand même beaucoup. Quand j'ai parcouru les espaces hier, plein de couleurs, plein d'horizons extrêmement lointains, et en même temps très proches, parce que tu as réexploré toute notre planète. J'ai noté une petite liste de tout ce que tu avais pu noter de ton observation microscopique de notre espace, comme les mousses superfétatoires, les rides des possibles, les mirages irisés, les calvities vertes, les marbres liquides, les clairières pileuses, le soleil fossile, les mousses divinatoires, les paillettes reptiliennes, les mirages empreintes, les affleurements silicieux. En fait, ce que j'ai compris hier grâce à ton travail, qui nous emmène très loin parce qu'on part loin dans l'espace avec toi, en fait, on revient très proche sur Terre et tu nous as en quelque sorte remis bien dans l'axe et tu nous as bien réancrés sur notre planète. Est-ce que c'était le sujet de cette grande exploration, de ce grand voyage sur les rives de la Manche? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, où on peut observer tous Thomas Pesquet changer des grands panneaux solaires sur Instagram, et où on se dit c'est formidable ce qu'il fait, alors que peut-être parfois nous changeons nous-mêmes des panneaux solaires, simplement c'est un petit peu moins graphique dans notre vie de tous les jours. On peut s'interroger sur le voyage spatial qui est à la fois une invitation à un ailleurs et un rêve en fait, depuis toujours. On va explorer Mars et on écoute le vent sur Mars et finalement, je ne sais pas si vous avez écouté cette bande son, le vent sur Mars c'est un petit peu comme le vent à la mer en fait. Et déjà, on fait aujourd'hui des gestes sur les navettes internationales, sur les stations internationales, qui sont les mêmes qu'il y a déjà des dizaines d'années. Et on pouvait se poser la question, à l'époque où ça a commencé, en même temps, les Russes étaient en train d'explorer la calotte de la Terre, en fait. Et est-ce qu'il faut parfois plutôt explorer ce qu'on a chez soi, ou est-ce qu'il faut aller explorer l'univers? C'est une vraie question. Je pense que les deux sont, en termes d'idées, les deux sont intéressants. Mais néanmoins, c'est vrai que le monde dans lequel on vit est déjà plein d'une poésie incroyable. Alors, on ne change pas beaucoup de panneaux solaires, ou en tout cas, ils sont un petit peu moins attirants à Dieppe. Mais, et c'est vrai que les photographies sont un petit peu moins graphiques, mais néanmoins, je veux dire, il se passe aussi énormément de choses et on n'a pas encore compris le monde dans lequel on vivait. On est encore on a l'impression qu'on le connaît, mais en vrai on ne le connaît pas. Il y a encore des milliers de choses dans la science, même dans la médecine qu'on ne sait pas. Et on a parfois la prétention de vouloir aller voir ailleurs, ce qui est aussi une force. Et on a besoin de ça même dans l'imaginaire, dans l'idée de la création, etc. C'est vraiment c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier aussi ce qui est là. Alors, je ne l'avais pas complètement imaginé comme ça. C'est vrai que c'est un peu ma conviction profonde et c'est intéressant que tu l'aies ressenti parce que là, vraiment, moi, ce que je voulais, c'était aussi parler de l'idée du spectacle aussi et du plaisir à regarder, l'idée du décor qui est aussi mon travail. On sait qu'avant chaque voyage
spatiale, tous les cosmonautes font une quarantaine, donc on a tous fait une bonne quarantaine là, pour pas être malade sur la station internationale. Et en fait, je voulais pouvoir proposer un voyage. Alors je l'ai dit rapidement hier, c'est vrai que la villa m'a fait voyager. La villa, c'est quand même un endroit où j'ai commencé, où j'ai gagné le prix du public il y a 13 ans. C'est là que des personnes ont vu mon travail. C'est grâce à cet endroit, ce moment, que j'ai pu collaborer avec Petite Friture, Amélie du Passage et avec Angelin Prel-Jocage. Donc je suis évidemment profondément reconnaissante à la villa pour ce qu'elle m'a donné, en fait, les graines qu'elle a semées. Et je voulais pouvoir faire voyager aussi à mon tour le spectateur ou le visiteur. C'est vrai que je dis le spectateur, ce qui est quand même... Je trahis un petit peu mon intention. Et j'avais envie, là, avec mon équipe, on s'était dit qu'on avait envie de soleil, de lumière, de plaisir, de joie aussi, beaucoup de joie. On trouvait que le moment était extrêmement difficile et on a dû puiser vraiment dans nos soleils intérieurs l'énergie nécessaire à traverser en fait la difficulté à créer, la difficulté à rendre réel. Le monde s'est un petit peu arrêté pour ce qui était de la fabrication et je voulais pouvoir transmettre cette énergie en fait et embarquer avec aussi un peu d'humour et un peu de moquerie sur notre propre travail qui finalement n'est qu'un travail de designer ou de metteur en scène. Enfin, et finalement, ce ne sont que des objets qui sont pas forcément sur des socles, mais alors c'est vrai que je m'adresse à la conservatrice, mais qui peuvent être plein d'autres choses. Oui, là, enfin, peut-être, je ne sais pas si tout le monde a encore vu ce qu'a réalisé Constance. Qui n'a pas vu cette exposition? Qui n'a pas vu cette exposition? Mais en fait, on embarque vraiment dans un vaisseau solaire, je trouve. Et peu de designers comme toi vont traiter de l'œuvre d'art totale. Enfin, on est vraiment. Je prends l'image du vaisseau parce que il va être en orbite ou pas autour de la Terre. Et tout y est conçu à l'intérieur. Et là, tu nous as vraiment fait un projet qui est une œuvre d'art totale. On a tout, jusqu'au soleil qui s'élève et à la girouette. Alors, c'est vrai que moi, je voulais pouvoir montrer aussi notre travail en tant qu'architecte d'intérieur. J'ai l'impression, avec un peu de recul, de ne faire que des décors, finalement. Quand je fais des décors de spectacle, c'est évident, et c'est vrai que j'ai toujours aimé le spectacle. J'aime le show, en fait. J'aime quand ça commence. J'aime qu'on ressente des choses. J'aime qu'on ait des chocs esthétiques. Et quand finalement on fait un restaurant ou même des bureaux, alors évidemment on n'a pas le même niveau de spectacle, mais on crée des espaces, on crée des atmosphères, on travaille à ça. Alors c'est vrai que moi, mon obsession quand je fais des espaces de vie, c'est qu'on s'y sente bien. C'est la seule chose qui compte. Créer des endroits où on est bien pour manger, on est bien pour travailler, on est bien pour être ensemble. Après, une fois qu'on a rempli cette condition qui est volumétrique d'une certaine façon, il y a plein d'autres façons de faire voyager, avec un peu d'espièglerie, un peu de joie aussi, par la couleur, par les détails, par les assemblages. Et moi, je voulais aussi pouvoir montrer ça. Et j'avais pas du tout envie de montrer des objets sur des socles. J'avais envie aussi de tendre un peu la main à tout le monde. Je trouve que c'est une exposition qui est accessible pour les enfants, où les enfants ont du plaisir à être. Et on sait à quel point le choc esthétique, c'est important. Je veux dire, moi, j'en ai encore régulièrement dans des expositions. Et c'est des moments qui me transforment. Et pour pouvoir, et on se rend compte que le monde est assez spectacle aujourd'hui. On est fait par l'image, et donc du coup, on a une attente d'image qui est supérieure. Aujourd'hui, on a des exigences, et les enfants sont toujours dans les images, par exemple. Et donc de créer comme ça des images, des moments, des endroits, je trouve que c'est assez important. Et c'est pas, je parlais déjà de l'exposition spectacle dans ma première exposition au Musée des Arts Décoratifs. Pour certaines personnes, c'est des gros mots. Mais pour moi, c'est pas un gros mot, en fait, parce qu'on embarque. Et à partir du moment où on essaie d'être vraiment respectueux de tous les niveaux de compréhension, à partir du moment où on donne à la fois de la profondeur et de la légèreté, j'ai l'impression qu'on a le droit d'être léger, on a le droit d'être espiègle, et on a le droit de proposer quelque chose de total. Alors évidemment, il y a plein de moments où moi-même, je sentais que je me mettais en danger. Je me disais, oh là là, j'ai un peu exagéré quand même. Là, il y a plein de moments où je rentrais au bureau, je me disais, wow. C'est vrai qu'on a un peu craqué et il y a peut-être quand même, c'est peut-être presque trop drôle. Et je me suis toujours préoccupée du caractère accessible de la chose, de la compréhension. J'ai voulu écrire des textes, on a voulu faire un livret, on a voulu faire beaucoup de choses pour qu'il y ait justement ces différents niveaux de lecture et que tout le monde y prenne du plaisir. Et c'est ça que j'ai tenté de faire là, que j'essaye de faire un peu à chaque fois. Donc
je suis heureuse si ça fonctionne en fait. Mais je crois que chacun peut prendre des choses et il suffit d'un choc en fait. C'est ça qui compte. Il suffit d'un moment où on est embarqué et on est embarqué pour la journée. Oui, et ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est l'atelier où on y sent tous les secrets de fabrication sans la couleur. Et quand on rentre ensuite dans ces espaces, un peu comme tu l'avais fait, je pense, à l'exposition au MUDAC, où tu avais cette salle qui était sur l'échelle des gris et du noir au blanc, et puis après on passe à la couleur. On sent ici que tu as aussi construit tous ces espaces par la couleur, par les formes, ce qui est assez rare aujourd'hui. L'entrée par la couleur, elle n'est pas commune. C'est toujours... Ce que je trouve, en fait, la couleur, évidemment, c'est quelque chose qui me plaît. Je ne m'étais pas imaginée coloriste quand j'ai commencé. Parfois, quand je revois des gens avec qui j'étais en école, même en école de commerce, je dis t'étais excentrique. Je dis mais j'ai jamais été excentrique de ma vie. Et en fait, je dis mais si, t'avais un pantalon jaune fluo et un pull vert. Je dis ah oui c'est vrai, et des lunettes rouges. Et je dis c'est vrai, mais je me sentais pas excentrique. Juste je mettais des couleurs et puis je m'étais pas posé cette question en fait. Et c'est vrai que j'aime bien les assemblages colorés. J'ai vécu un peu en Inde. J'ai pas de tabou avec la couleur. J'ai pas de pour moi le bon goût, le diktat du bon goût, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout en fait. Je me dis, mais tout peut aller ensemble. Enfin, évidemment, tout peut pas aller ensemble, mais je veux dire, il y a des ensembles qui peuvent être forts, indépendamment, sans notion forcément de goût. Et du coup, je me suis tout de suite, quand j'ai commencé à travailler, autorisé des couleurs qui ont frappé un peu les esprits. Et tout le monde m'a dit, c'est les couleurs Constance Guisset. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'une couleur Constance Guisset ? Je ne sais pas. Parce que c'est plutôt par ensemble que je pense les choses. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'être associé immédiatement à la couleur. Et donc, je me suis tout de suite dit, mais en fait, il y a un lien avec le genre, avec l'idée qu'on se fait du genre. Et c'est pour ça que j'ai fait cette exposition au MUDAC. Je voulais montrer, en fait, que les objets n'étaient jamais conçus en couleur. Jamais de ma vie, je me dis, je vais faire un tabouret vert, un tabouret jaune. Ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment, mais pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est les volumes. Tous les espaces sont conçus en blanc. Tout est fait en blanc, en fait. Quand on commence, jamais la couleur n'arrive. Et puis, tout à coup, tout de suite, les gens veulent se projeter, ils veulent la couleur, ils veulent l'atmosphère, ce que je comprends. Et ils me disent, il faut que tu choisisses les couleurs. Et là, je fais, oulala. Là, je sens, et en fait, j'ai un grand plaisir, j'appelle ça jouer aux cartes, parce que j'ai des cartes de couleurs, voilà. Et donc, je joue aux cartes, et donc très souvent, je pense que mes collaborateurs qui sont ici me voient, voilà, avoir mon paquet, dire, il est où mon paquet de cartes ? Et je fais, hop, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça me prend mais des heures et des heures et des heures. Et je monte, je démonte, je renonce, je machin, j'assemble des matières, j'assemble des couleurs, etc., etc. Et je voulais montrer dans cette salle de maquette que finalement tout ce qu'on imaginait être, et notamment, je suis allée rapidement sur le genre, je vais y revenir, mais tout ce qu'on imaginait être du style par la couleur, en fait, était évidemment du design. Et évidemment, après, on vient habiller les objets. Mais avant d'habiller quelqu'un, il faut que ce quelqu'un existe. Et ben, c'est un peu la même chose. Donc c'est pour ça qu'au MUDAC, j'avais fait 2 salles. Vous aviez en miroir la même installation en noir et blanc, et la même installation en couleur. Et c'est très amusant. Hier encore, quelqu'un m'a dit, quand je suis rentrée dans le squash, j'ai pensé que c'était une exposition faite par un homme. Et finalement, j'arrive dans la piscine et je découvre que c'est fait par vous. Et là, je me suis dit, OK, en fait, on y est encore, dans ce moment précis où, en fait, cette exposition le montrait. D'un côté, on avait des objets qui ressemblaient à des fusées, qui étaient évidemment inspirés par... moi, je suis très inspirée par l'espace, l'exploration spatiale. Enfin, on l'a compris, je veux dire, je pense que là, c'est bon, là, j'ai plus besoin de le dire. Et donc, du coup, c'est vrai que ces objets sont là et ils ont une forme soit de radicalité, soit une forme de, je pense, je ne sais pas, en rapport de genre. Enfin, en tout cas, c'est là. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que j'aime le rose, j'aime le jaune, j'aime le bleu, et j'ai pas d'a priori en fait là-dessus. Et donc du coup, tout le monde dit ah, vous faites des couleurs, c'est bien, c'est joyeux, c'est pour les enfants, c'est féminin. Et en fait, c'est ce que je voulais montrer vraiment avec cette exposition. Finalement, moi, j'étais ce designer qui pensait en fait des objets volumétriques, et finalement, j'appliquais des couleurs avec un peu d'inconscience, je dois l'avouer en fait, et du plaisir, surtout beaucoup de plaisir à le faire. Je m'amuse beaucoup en fait en faisant ça. Mais tu maîtrises parfaitement les codes aussi parce que, par exemple, là, on est dans des rapports de couleurs presque très complémentaires où tu vas opposer les jaunes, les bleus, et tu as d'autres projets où tu es dans des gammes beaucoup plus pastel. Donc tu maîtrises quand même toutes les familles de couleurs. Est-ce que c'est inconscient ou est-ce que tu les travailles ? C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Tu sais
immédiatement, parce que là on est dans des couleurs très chaudes du sud, est-ce que ça avait un lien avec la villa, ces couleurs que tu mets dans la piscine? Alors en fait, ça démarre toujours, il faut toujours que je réfléchisse à, j'ai une idée de départ, une couleur, un truc ou un matériau, une sensation, et je pars de ça et je tire le fil. Et ça me prend vraiment beaucoup d'heures, et on en discute beaucoup aussi avec mon équipe. Alors on a des débats assez intéressants parce qu'on ne voit pas tous la couleur de la même façon. Je vois que tout le monde ricane là, voilà. Donc il y a des gens avec qui je partage le vert, des gens avec qui je partage le bleu, mais la limite entre le vert et bleu, il y a une espèce de zone de fracture au bureau qui fait que la moitié du bureau voit du bleu quand moi je vois du vert et vice versa. Donc c'est vrai, non mais c'est assez intéressant parce que en association de couleurs, du coup, il y a des personnes avec qui c'est plus facile parce que du coup, en fait, on voit exactement la même chose. Alors, la dernière fois, je suis allée chez l'opticien, il m'a dit, je vous mets le filtre bleu. Je fais, non, merci, non, mais ça va aller. Je crois que le filtre jaune sur le monde, d'abord, je l'ai déjà, c'est le filtre jaune pour éviter les écrans bleus. Et je pense qu'on voit pas tous la couleur de la même façon. En revanche, on voit les relations entre les couleurs. Et moi, c'est pas la couleur qui m'intéresse, c'est les relations entre les couleurs. Ici, on a commencé quoi? On s'est dit, c'est Mars. Voilà. C'est l'exploration, c'est Mars, machin. Et puis, Kevin est allé chercher des moquettes. Et donc, je lui dis, j'aimerais bien des paillettes et tout. C'est mon côté un peu kitsch. Voilà, bon, je veux dire, je l'assume. J'ai beaucoup de mauvais goût. Et je lui dis, écoute, j'aimerais bien une moquette à paillettes. Ce serait dingue et tout. Puis, il va voir le fournisseur de moquettes. Il dit, Constance aimerait de la moquette à paillettes. Et là, ricanement, on n'a pas ça. Mais si on a une vieille liasse en dessous, machin, il la sort. Et Kevin se dit tout de suite, c'est sûr, Constance, elle va adorer. Il arrive au bureau et là, j'ai quasiment crié l'extase. Je fais, cette moquette, c'est sûr. Moi, j'ai quand même douté. Quand je l'ai vue, je me suis dit, wow, on a un peu craqué. Mais donc, voilà. Et donc, il y en avait une qui était couleur Mars. Je me suis dit, tout de suite, c'est du sable. Et là, du coup, paf, j'ai déroulé. C'était évident que j'allais mettre du jaune parce que c'est le soleil. C'est vrai que j'aime le bleu aussi. Donc, du coup, il y a un moment où il y a des couleurs complémentaires, etc. Mais c'est une chose de dire ça. Et c'est une chose de dire quelle teinte. Et là, le travail de la teinte, c'est pas pareil, le travail de la couleur et de la teinte. La couleur, c'est une intention. La teinte, c'est un travail extrêmement long où c'est là que je joue aux cartes. Et je dois avoir 20, 30 teintes, peut-être même plus par couleur. Et c'est là, vraiment, que je dis ça va pas, non, ça, je ressens pas ça, machin. Et donc là, on est tous là au bureau, puis on regarde, on dit, tu penses quoi, et machin. Et donc là, je fais ça, et ça me prend beaucoup de temps. Alors souvent, je fais ça, puis je fais une pause, je vais voir 3 trucs, je reviens, je regarde le lendemain, et je digère, et c'est extrêmement long. Mais ça, voilà, c'est comme ça que ça sort. Et est-ce que parfois la couleur vient transformer, parce que forcément quand tu l'appliques sur un objet ou à l'espace, ça va transformer l'espace, mais oui. Est-ce que tu vas revenir travailler la forme une fois que la couleur est appliquée, ou la couleur est appliquée et l'objet et l'espace sont en vie? Non. La couleur, c'est éphémère, c'est une possibilité parmi d'autres. La forme, c'est évidemment une possibilité parmi d'autres, mais la forme, c'est le résultat d'un travail long, de proportions. Puis c'est des équations à plusieurs inconnues. La couleur, c'est comme si tout à coup, on venait tout multiplier par 10 ou tout multiplier par 20. Mais l'équation, à la base, c'est la même. Et donc, en équivalence d'équations, en fait, pour arriver à trouver l'équilibre des proportions, il y a 1000 complexités. Des proportions, de l'usage, de la façon dont on prend les objets, dont on les fabrique, dont on les transporte, etc. Tout ça, c'est extrêmement complexe. Jamais la couleur ne pourra remplacer, pour moi, la forme, en fait. Et la matière, elle intervient à quel moment, le matériau? Parce que là, tu es sur quand on se déplace dans l'espace, aussi, parce que tout, le sol, les murs, le plafond, les objets, tout le moindre détail, tu as une quantité de matériaux quand même assez impressionnant et qui dialoguent tous les uns avec les autres. Comment tout ça s'assemble? C'est un peu le même travail avec les cartes, avec les matières. C'est ensemble, en fait, c'est ce qu'on appelle vulgairement des planches matériaux. C'est vrai que nous, on les soigne beaucoup et on a cette grande table au bureau, on a une matériothèque et donc c'est l'endroit des possibles. Et puis ça me suffit jamais. Et moi, je fous beaucoup le bazar en fait dans cette matériothèque. Quand le Covid, quand on a tous repris pendant le Covid. Donc il y a eu un plan Covid au bureau, puis il y a eu un plan pour me faire respecter les règles. Et au bout de 2 jours, tout le monde m'a dit laisse tomber, on n'y arrivera jamais. Parce qu'évidemment, je touche à tout, voilà. Et c'est vrai que je mets un peu le bazar. Mais
mais je chamboule tout en fait et on met tout sur la table et on a une grande table au centre et voilà, et ça se mêle. La matière évidemment elle est liée à la fabrication, c'est-à-dire que si la matière a un rapport avec la fabrication, elle est au démarrage du projet, soit au tout départ, soit au milieu, soit en résolution de forme. Donc parfois c'est la matière qui guide la forme, parfois c'est la forme qui guide la matière. Enfin bon, je vais pas vous refaire un cours de conception, c'est idiot, mais en revanche, à des moments, évidemment, on est là et on sait comment on choisit la couleur liée à la matière et puis la matière qui va avec. Et c'est vrai que c'est aussi un jeu d'assemblage. Mais pour être très honnête, typiquement, cette moquette, quand je l'ai vue en place, je me suis dit, j'ai senti que ce moment de délire sur la paillette, j'ai douté, quoi. J'ai douté, je me suis dit, quand même, il y a beaucoup de traces, ça aurait été tellement plus simple de prendre une moquette unie, nette, sans reflet, etc. Et tout à coup, je me suis dit, bon, c'est ce moment où j'étais un petit peu enthousiaste. Et finalement, c'était ça que je voulais. Et ça vibre merveilleusement bien. Oui, mais tu vois, c'est des moments où j'aurais pu jouer la sécurité et me dire, mise à distance, image nickel, aucun problème, aucun reflet, on y va. Et c'est vrai que ce choix, à ce moment-là, je me suis dit, bon, on s'en fout, on y va, quoi. Et quand je suis arrivée, je fais, oui, oui. Donc j'ai envoyé 4 textos sur le groupe du bureau. Je fais, on est sûr de cette moquette? Mais c'est très paillette de la plage, enfin le sable. Oui, c'est le sable. Ça complètement en fait. Oui, mais c'est parce qu'on le projette. Mais le sable, comme tu sais, tout est travaillé. Le moment où tu aspires le sable, que ça fait des grandes traces d'aspirateur, tout à coup, c'est plus du tout du sable, c'est une moquette aspirée. Donc c'est un rapport. Tu vois, tu arrives dans une forme de réalité où c'est la réalité. Et pour garder l'évocation dans la réalité, en fait, il faut gommer beaucoup de réalité, beaucoup de techniques pour arriver à garder l'évocation. Et en fait, c'est ce moment-là en fait de basculement. Et c'est vrai que typiquement, on s'était un peu trompé dans la première couleur. Et donc là, moi, je suis arrivée, j'ai dit pas possible, il faut qu'on rajoute une couleur qui se rapproche de ce reflet de la moquette qu'on n'avait pas anticipé à grande échelle. Et du coup, j'ai refait une ligne en bas qui ressemblait à la couleur. Donc j'ai aménagé. Et après ça, j'étais un petit peu plus apaisée. Les premières visites, je fais ouh. Je ne l'ai pas moi-même, effectivement. J'ai demandé, je suis allée voir le bureau, tout était peint. Et j'ai dit, écoute, j'ai une demande, tu peux me dire non, tu peux aussi me dire oui. J'aimerais que tu me dises oui. En fait, je voudrais changer la couleur du bas. Et là, je m'attendais à ce qu'on me dise non, en fait. Donc, j'ai fait une petite négociation. Enfin, j'ai pas du tout négocié. On m'a dit, bien sûr, Constance, c'est possible. Mais donc, j'ai dit, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est, pour pas tout refaire, parce qu'il faut aussi respecter les équipes qui travaillent et qui se donnent beaucoup de mal, j'ai proposé de faire une ligne intermédiaire. Un truc de lien entre les deux. Et c'est ça, finalement. Et donc, j'ai demandé à avoir un pot de peinture et j'ai moi-même fait le test couleur. Donc, j'ai peint une partie et après, je me suis dit, OK, ça va, on y va. C'est parti, on décolle. Et on ressent beaucoup à travers tes objets ou les espaces et presque tes mises en scène, et de plus en plus, je trouve, la présence de formes naturelles. Et quand on va dans cette salle où tu as mis tous tes panneaux exploratoires, toutes tes recherches, on sent que ça t'a énormément inspiré et tu m'écrivais même des choses incroyables, que tu avais pu dessiner des formes que tu as ensuite découvert dans ta falaise qui s'est effondrée. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez fou et ça interroge sur quelle est notre mémoire collective des formes, comment elles se révèlent, comment elles t'appartiennent à toi, comment tu joues avec, parce qu'on les retrouve, ces formes que tu as photographiées, on les retrouve dans des œuvres que tu faisais bien avant de les avoir photographiées, en fait. Ça c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant. Et c'est vrai que cette salle, elle est à la fois intime et je suis toujours un peu gênée et en même temps assez heureuse de pouvoir montrer ces choses-là parce qu'on vit avec au bureau et donc mes collaborateurs me disaient aussi, en fait, cette salle, ça va surprendre, mais en même temps, c'est ton bureau, quoi. C'est même ma petite salle du bureau et puis c'est mon... C'est même plus, pour moi, c'est une forme d'intimité que tu révèles. C'est vrai. Mais bon, j'étais lancée puisqu'il y a eu tout ce truc au moment du Covid. Qu'est-ce que vous faites pendant le Covid, etc. Et moi, c'est vrai que je dessinais un peu comme une urgence. Je dessinais ces espèces de formes, ces fantômes qui avaient envie de s'échapper. J'ai trouvé que c'était un moment évidemment difficile où on essayait de tout faire. On essayait de travailler, de faire travailler les enfants, de supporter ses amis, enfin au sens anglais, pardon, mais d'encourager ses amis qui étaient malades. Et j'ai trouvé que la maladie quand même était
présente. Moi, j'ai eu quand même des proches qui étaient très touchés. Et du coup, on avait cette espèce de d'urgence à sortir des ectoplasmes de soi-même. Et puis en plus, il y avait tous ces zooms où on était comme des ronds de flanc derrière nos ordinateurs. Et donc, pour la première fois, je pouvais faire des réunions en faisant autre chose sans que ça se voit complètement. Donc, j'ai une espèce de dessin automatique permanent. Je faisais faire les devoirs en dessinant. Enfin voilà, j'avais besoin de ça. Du coup, en fait, tout le monde s'est emparé de ça à un moment donné. Il m'a dit qu'est-ce que vous faites pendant le confinement. Donc j'ai commencé à montrer 3 dessins, puis 4 dessins, puis c'est parti. Puis il y a eu un livre et puis il y a eu l'expo MAD. Et en fait, tout à coup, ça m'appartenait déjà plus. Donc j'ai accepté de montrer ces dessins. Et puis finalement, je les ai regardés. Moi-même, je les ai vus comme ça. Et puis, il y avait ce moment, en fait, pendant le confinement où j'allais beaucoup courir sur la plage et je prenais énormément de photos mais j'en prenais plus que d'habitude parce que j'étais seule. Parce que je faisais ça, ce que vous croyez être des couchers du soleil sont des levées du soleil. Donc parce que je suis quelqu'un d'assez matinal. Et donc, du coup, j'avais cette chance, en fait, d'avoir cette immensité offerte. Et je prenais des photos de façon compulsive. Et je voulais absolument que ce soit classé pour montrer à quel point, du coup, ce classement, ces moments, étaient comme des chocs esthétiques et comment on pouvait les retranscrire en quelque chose. C'est ça que j'ai voulu faire avec les textes. C'est-à-dire, on leur a donné un titre abstrait, avec des évocations, observation, interprétation, ressenti. Et le ressenti, alors il est pas toujours assez compréhensible peut-être, mais en tout cas, il donne des indications sur ce moment de transition entre un choc, quelque chose qu'on peut voir, et le désir qui va avec. Et ça peut venir de n'importe où. Ça peut venir d'un mouvement d'eau. Enfin, je repense à ces algues que j'ai vues bouger dans l'eau et qui m'ont inspiré les cheveux dans l'eau et le décor pour Angelin Près-le-Jocage et les vidéos, etc. Et en fait, ça naît de tout et de rien. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était ma matière. Et pour vous raconter l'histoire des galets, parce qu'elle est marrante cette histoire, je l'aime bien. Alors, évidemment, je suis comme tout le monde, je collectionne les galets. Jusque-là, c'est rien de très nouveau. Voilà, des milliers de personnes l'ont fait avant moi. Et finalement, j'aime bien ce moment où on fait la même chose que tout le monde. Et parfois, on en trouve chez moi qui sont complètement accidentés, où c'est vraiment des formes, des fantômes, quoi. Mais c'est extrêmement rare. Et donc, à chaque fois, j'en avais peut-être 1, 2, 3. Et évidemment, je les conservais. Et puis, quand ils ne sont pas touchés par la mer, et ils sont complètement blancs, comme ça, ils sont recouverts. Et finalement, ça ressemble assez à ces formes. Et récemment, la falaise est tombée à nouveau près de chez moi, mais c'est assez loin. Donc à chaque fois que j'y vais, c'est une expédition. Donc voilà, donc je vais courir avec un sac à dos, je reviens comme un éléphant. Et en fait, ce sont des formes de silice qui sont prises dans le calcaire et qui sont du coup qu'on vient chercher, on vient taper pour les récupérer. Et du coup, c'est comme si vous aviez coulé, vous savez, toutes ces formes divinatoires qu'on a en coulant du plomb comme ça dans l'eau, c'est la même chose en fait. C'est des moments où la roche a coulé et c'est étendu dans la matière. Du coup, ça fait des espèces de trucs avec 1000 bras, etc. Et du coup, on arrive à les récupérer non touchés. Et c'est ça que j'ai montré dans les toutes petites choses en fait en dessous, comme si ça venait hanter mon travail. Et en découvrant ce trésor incroyable, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai dessiné. Et c'est comme si on avait été tous emprisonnés. Alors, ça, c'est l'histoire qu'on se raconte après, mais ça m'a quand même fait un choc, comme si on avait été tous emprisonnés dans cette falaise, dans ce moment, pendant le Covid, et que tout à coup, la falaise s'était écroulée, ça avait libéré des choses, j'avais récupéré ces choses, mais je les avais déjà quasiment intégrées, ça devait être là. Et puis, très souvent, on voit des choses, on ne sait même pas qu'on les a vues, elles sont dans la rétine. C'est pour ça qu'on a appelé aussi ces dessins les corps flottants. C'est ce qu'on a dans la rétine qui passe comme ça, qui est là. C'est Lucie, ma collaboratrice, qui a trouvé ce nom, donc je la salue. Et c'est vrai que c'est là, quoi. C'est présent et c'est tout le temps là. Et c'est ça que j'ai voulu aussi montrer dans cette expo, parce que je montre pas très souvent des dessins, en fait. Je dessine pas pour dessiner, ou assez rarement. Et j'ai voulu montrer justement la présence de la possibilité de la forme et de la possibilité de la couleur dans tout ce travail qui après devient des objets finis. Et évidemment, tout est à nouveau maîtrisé, repris, etc. Mais avant ça, tout est possible, quoi. Mais c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a une forme de mise à nu quand même dans cette exposition, où tu nous dévoiles peut-être plus que dans d'autres expositions, ce qui t'appartient profondément, qui relève de l'intime, de la mémoire, après de la démarche. Où on voit toutes tes maquettes, tout ce monde blanc, mais qui est quand même en mouvement, parce qu'on sent que l'atelier n'est pas figé. Et puis après, c'est un bloc qui se fissure et on arrive dans tes univers très colorés et qui sont comme ces corps flottants, multifacettes. Et je trouve aussi qu'il y a ce travail sur la matière
alors les couleurs, évidemment, on le sent immédiatement, mais dans le détail, par exemple, de ton sofa, là, qui est dans la piscine, il y a un travail sur les matières, comme dans tes photos, sur la plage, avec les mousses, avec les algues, avec le sable. C'est assez... Voilà, est-ce que... Tes 2 sofas sont quand même assez merveilleux. On se sent happé par la matière et tout en étant dans la même couleur, tu as choisi des textiles différents, ce qui fait que la lumière vibre différemment dessus. Tu as ce trait jaune fluo ou bleu. Et je trouve que tes photos révèlent tout cet univers, en fait. Alors, de toutes les façons, exposer, c'est se mettre à nu. Écrire, exposer, c'est... La première fois que je l'ai fait, je me suis sentie, c'était très intime en fait. J'ai toujours trouvé qu'à chaque étape du travail, c'était un moment intime. Grégory, qui est là, c'est son exposition qui est là, disait j'ai mis 2 ans de ma vie sur la table. En fait, de toutes les façons, quand on est créateur et qu'on présente son travail, ben, on est là et on montre des choses et on est offert d'une certaine façon, qu'on se met en danger. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, exposer, ça porte soi-même son nom. La première fois que j'ai fait l'expo au MUDAC, l'expo était intime, mais le livre l'était 10 fois plus. J'ai vraiment eu l'impression, en l'offrant, mais d'un pas très... voilà, de montrer beaucoup de choses de moi-même. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, finalement, même s'il y avait des choses intimes, moi, il y avait tellement... c'était pas si accessible que ça, en fait, dans l'intime, et qu'il y avait toujours une distance. Et je crois que, quand même, donc c'était vrai, pour ça, l'exposition aux Beaux-Arts décoratifs, ce qu'on a appelé, on rigolait en disant c'est ma chambre, donc la chambre, l'endroit des collages. Donc c'était extrêmement intime, mais en même temps, par le collage, il y avait une mise à distance. Et je crois qu'à chaque fois, quand même, il y a quand même une... Alors peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il y a quand même une très grande pudeur, en fait, à chaque fois. C'est à la fois très intime, mais c'est très mis à distance. Et parce que c'est aussi, évidemment, c'est mon travail, mais c'est aussi mon équipe et on est ensemble. Et donc, du coup, évidemment, cette salle-là, elle est beaucoup plus intime et elle dit des choses, mais en vrai, je pense que c'est... Enfin, je pourrais dire 1 million de fois plus de choses, mais là, c'est pas le sujet, en fait. Je donne des petites loupes, des petites possibilités de compréhension d'un univers et j'essaye de donner à comprendre et à voir. Parce que c'est ça, exposer, c'est aussi prendre ses responsabilités, en fait. Soit on met tout le monde à distance, on dit « Ok, ça, moi, objet fini, petit truc en aluminium, 1 centimètre d'épaisseur, machin, c'est... » Voilà, c'est une possibilité. Mais en fait, la vérité, c'est aussi... ça me semble plus intéressant pour les gens quand on est invité à exposer, on est invité à transmettre. Et donc, on a envie de montrer ça aussi. Et c'est vrai que c'est à la fois intime et en même temps, j'ai l'impression quand même d'être plutôt quelqu'un d'assez pudique en vrai et de pas... Enfin oui, je donne plein de choses, mais peut-être pas tant que ça. Ou alors, je sais pas. C'est peut-être que j'ai accepté de le mettre à distance de moi-même. Peut-être que c'est ça. Il y a en tout cas une vraie générosité dans cette exposition. Ou alors on la sent telle qu'elle parce qu'on est tous tellement pas sortis, on a tous tellement rien vu pendant des mois. Mais quand même, et je trouve... Mais ça sert à rien de faire une expo si on n'est pas généreux, en fait. Ça sert à rien, je veux dire... c'est quoi, en fait, faire une expo c'est vrai, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, c'est vrai, mais on ne fait pas les choses du bout des doigts, quoi, du bout des lèvres. Enfin, je veux dire, on est là ou on n'est pas là. Je veux dire, moi, là, par exemple, on devait faire une exposition à Milan pendant la foire du meuble, à nouveau, en septembre. J'ai senti qu'on n'avait pas le jus. Ça ne m'a pas intéressé de faire cet exercice qu'on sait faire, que je sais faire. Je veux dire, ok, j'aurais dit, bah oui, je suis capable de vous accrocher 20 vertigos, de les faire tourner, de vous mettre la musique, ça va marcher, ok. Mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Soit je le vis complètement, soit je ne le fais pas. Et donc là, j'ai fait comme Céline Dion, hein, j'ai repoussé ma tournée en 2023. Alors, la vérité, c'est que c'est Céline Dion qui a fait comme moi. Mais, mais oui, je veux dire, je me suis dit, en fait, 2021, non. 2022, on va être noyé, puis peut-être que j'aurai pas à nouveau envie de le faire. Parce qu'il faut aussi avoir un désir. On n'a pas envie de faire la même exposition qu'hier. On a envie de proposer quelque chose de différent. Et je sais où j'en suis aujourd'hui. Je ne sais pas où j'en serai dans 2 ans. Et ben en fait, on verra bien, quoi. On verra dans 1 an quand j'aurai réfléchi à nouveau et que j'aurai à nouveau ce désir fort. Et même l'expo là, moi très souvent, mon équipe me disait Constance, quand même, la villa, il faut qu'on s'en occupe, etc., etc. Et en fait, je l'avais pas digéré. Et un jour, j'ai dit ok, c'est bon. Et là, je l'avais digéré, je savais. Et là, c'était parti. Et les dessins, les machins, les trucs. Et on a pu vraiment lancer la chose. Mais c'est vrai que je vois tous ces moments où on s'est dit il faut qu'on en parle, Constance, on fait quoi, et je pense que non, vous n'avez pas été inquiet non plus, hein, faut pas exagérer.
Mais je pense qu'il y a eu un tout petit peu de doute quand même, Constance. Parce que j'ai un problème avec le temps, en fait. Je me rends pas compte du temps, je sais pas combien de temps il reste. Enfin, voilà, j'ai un petit problème avec le temps. Bon, c'est pas nouveau. Et donc, du coup, on me disait toujours, Constance, l'exposition, c'est dans 12 semaines. Constance, c'est dans 11 semaines, 10 semaines, 6 semaines. Ah Et donc, voilà, donc à un moment donné, effectivement, je me suis dit, OK, on y va. Et là, c'était parti. Et effectivement, quand la machine est en route, en revanche, bah, elle y va à fond, quoi. Voilà. Et tu parlais de Vertigo qui tournait. Donc Vertigo a tourné et s'est révélé sous une autre forme. Oui. Et alors ça, c'est la première fois que tu réexplores tes propres formes et que tu en développes d'autres à partir de celle-ci. Vertigo Nova a fait un voyage dans l'espace et est rentré sur Terre et différente. Et ben en fait, il y a un peu de ça. Alors je suis un tout petit peu inconsciente parfois, donc tout le monde m'a dit après, oh là là, c'est un risque pris, machin. Je fais, bon, en même temps, c'est normal, on a toujours envie de reprendre ces objets. La réalité, c'est que vous n'êtes jamais content et qu'il y a toujours un dur, on se dit, oui, mais en fait, ça aurait pu être comme ça, et puis machin, puis en fait, la réalité, l'industrie, le bidule, voilà. Bon, bref, Vertigo, c'est vrai que c'est un objet que j'ai fait quand j'étais à l'école, qui a eu sa vie aussi grâce à Petite Friture et Amélie du Passage, parce qu'un objet, s'il ne rencontre pas son public, bon, bah, il existe, mais il n'existe pas tant que ça. Là, j'ai quand même eu cette chance inouïe d'avoir cette carte de visite. Après, en vérité, j'ai oublié que j'avais fait Vertigo et je m'en préoccupe pas. Les gens me disent, c'est vous Vertigo? Je fais, en fait, non, moi je suis moi et Vertigo, c'est Vertigo. C'est un moment de moi, une époque. Bon, c'est vrai que ça a jeté les bases de mon travail aussi, de mes désirs. Parfois, on fait des choses et puis on regarde ce qu'on a fait et puis on recomprend ce qu'on est en train de faire. C'est pas toujours, on n'est pas toujours en train de décider de façon autoritaire ce qu'on va faire. Il y a aussi un processus itératif où on est pris par ce qu'on est en train de faire et du coup, on le comprend et on le réfléchit. Et puis, du coup, je sais même pas dire si c'est Amélie ou moi. Moi, j'ai toujours eu envie de retoucher des choses, en fait. C'est un objet qui est extraordinaire, qui a une capacité de protection, en fait. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Alors, il y a plein de gens qui me disent, on en a marre, on l'a vu 50 fois, gna 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 gna. Mais en fait, un objet, c'est pas juste un objet pour être vu, c'est un objet pour être pratiqué. Et en fait, la pratique, c'est que quand on est sous Vertigo, bah, on se sent protégé. On se sent dans un autre espace. Et donc, c'est le dessin d'un autre espace à l'intérieur de l'espace. Enfin, voilà. Mais il a cette forme d'immédiateté qui est que vous remplacez l'ampoule. Voilà. Donc, c'est le consommateur qui met son ampoule. Donc, en vrai, ce qu'on propose, c'est pas un bon objet lumineux. C'est un objet avec une potentiellement bonne lumière faite par l'utilisateur. Et donc, ça donne quoi? Ça donne Vertigo est à l'envers, parce que tout le monde l'accroche à l'envers. Vertigo a une ampoule qui est beaucoup trop basse. Vertigo a une ampoule qui fait des stries partout. Vertigo a parfois des ampoules, transparentes, pas transparentes. C'est la réalité et c'est la vie. Et en fait, finalement, je l'accepte assez bien. Je trouve ça assez étonnant. Cet objet, c'est un objet qui est très accessible, en fait, visuellement. Et il a cette forme de, je pense, de générosité. En fait, il est là, il propose un truc. Et on s'est dit, en fait, aussi, pour le marché contract et puis pour pouvoir travailler la lumière, proposer quelque chose qui répond à une demande qui est réelle, d'avoir une lumière de qualité, d'avoir une lumière qu'on peut aménager, c'est-à-dire faire varier, etc., c'est important de repenser l'objet. Et si je devais le dessiner aujourd'hui avec la personne que je suis, ce que je sais faire aujourd'hui, peut-être que je le ferais autrement. Et puis surtout, avec Petite Friture, qui est aussi à un autre moment de sa vie, on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Et donc, du coup, il y a eu beaucoup d'itérations, parce que c'est difficile, c'est vrai, de repenser un objet qui a une présence. Qu'est-ce que c'est que l'essence de Vertigo? Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut transformer? Qu'est-ce qu'on veut... Parce que c'est pas une amélioration, en fait. C'est une transformation. C'est autre chose. C'est vrai que c'est une mutation. Et moi, j'aime autant Vertigo que Vertigo Nova. Mais c'est vrai que ça correspond à un moment et puis à un besoin. Et je trouve aussi assez marrant de l'emmener plus loin du chapeau, mais plus dans l'espace. Ça devient une soucoupe volante. Oui. Et finalement, avec 3 choses, on arrive à évoquer autre chose. Et je trouvais que c'était assez amusant à faire. Et j'étais vraiment contente que les gens parfois me disent, mais je vois pas la différence. Là, quand même, il y a un sujet. Il y a un petit truc quand même. mais c'est bien, parce que de voir la différence sans voir la différence, c'était ça l'idée. Donc en fait, ça veut dire que c'était... Moi, ça m'a beaucoup interpellée, en fait. Parce que c'est assez rare. On n'en trouve pas tant que ça, des designers dans l'histoire du design qui reprennent leur forme. Ça veut dire que c'est... Enfin voilà, c'est une remise en question, c'est retravailler ce qu'on a déjà travaillé. Et là, c'est marrant parce que c'est très Guisset Space Station. On est dans toutes ces formes très rondes, très douces, très galets. Et
tu travailles encore plus, je trouve, aujourd'hui sur la modularité à travers tes sofas. Et là, intervient une grammaire de forme dans Vertigo qui pourrait se décliner. Peut-être dans 10 ans, Vertigo sera encore différente. Et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait. Peut-être, mais quand même, je dois souligner le fait que les designers ne le font pas toujours parce qu'ils n'ont peut-être pas toujours l'occasion. La chance de Vertigo, c'est Petite Friture, qui quand même porte l'objet depuis déjà 10 ans peut-être maintenant, 12 peut-être, je me souviens plus, et qui du coup, c'est un objet qui continue de bien marcher, d'intéresser les gens, et nous offre la possibilité, et aussi Petite Friture avait cette ouverture en fait à transformer. Parce que c'est... Et du coup, en fait, quand on est 2 personnes à se dire c'est pas grave, on va tenter autre chose, en fait, c'est vachement... je dis pas qu'on n'a pas eu peur, mais la peur n'évite pas le danger, en fait. Et bien sûr qu'on a eu peur. Mais en fait, on s'est dit, on essaye, on tente et on y va, quoi. Et finalement, moi, je suis contente du résultat. Je vais te faire une confidence, en fait. Vertigo, je sais même plus que c'est moi qui l'ai dessiné, mais Vertigo Nova, je sais même plus que c'est moi qui l'ai dessiné. C'est déjà du passé. Je veux dire, on avance. Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est les projets futurs, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait demain et où est-ce qu'on va, quoi. Qu'est-ce que tu fais demain? Ah. Que fais-tu demain? Alors, dans combien de semaines? Alors demain, déjà c'est un gros morceau cette exposition, c'était beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. On travaille sur pas mal de nouvelles choses, notamment un espace à la Philharmonie, un espace pour les enfants, qui est un espace pérenne de jeux, un petit peu comme la Cité des enfants, mais avec des jeux musicaux, etc. Et on dessine à la fois la scénographie, mais aussi les jeux. Donc il y a 30 installations, c'est un travail de 3 ans, c'est colossal, il y a plus de 200 intervenants, des artistes, des ingénieurs, des luthiers, enfin voilà, c'est un projet complexe, voilà, comme une espèce de grand orchestre avec beaucoup d'instruments. Donc ça sort en septembre, donc c'est demain. Hier, en fait, on a ouvert à la Samaritaine un restaurant. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait plein d'autres choses. Alors attends, c'est le moment où de la scéno, de l'objet. On a fait un parfum aussi. Donc je vois qu'on me donne des indications dans le public. Mon oreillette est un peu silencieuse, mais donc on a fait un parfum pour Shiseido là récemment. On a fait un lieu aussi de vie, de travail, des bureaux pour Perial. Il y a le livre de dessin en fait qui sort. Le film. Ah oui, pardon, merci, le film. Donc là, c'est vrai que c'est aussi une actu incroyable. Alors, vous allez penser que c'est une folie qu'on a faite, mais je trouvais que c'était génial. C'est Amandine Gay, qui est une femme extraordinaire, qui est venue me voir un jour parce qu'elle m'a croisée dans une expo dont on avait fait la scénographie. Et la fille lui a dit « Tu devrais demander à Constance, elle est sympa. » Ce qui est toujours un argument agréable à entendre, voilà. Parce qu'elle cherchait quelqu'un pour faire la direction artistique de son film. Et donc, elle est venue me voir et tout. Et donc, elle m'écrit un mail et Lucie me dit « Ah, Amandine Gay !» et tout. Alors, évidemment, je ne connaissais pas le travail d'Amandine Gay forcément. Donc, elle me dit « C'est extraordinaire, c'est une fille qui a fait un super film, etc. » Et donc, je la rencontre, Amandine, et je lui dis « Écoute, moi, je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas comment je vais t'aider. En vrai, est-ce que ce n'est pas la limite de ma capacité ?» Elle me dit « Non, t'inquiète, je veux juste un regard, je veux juste quelque chose, etc. » Et je dis « Bah, écoute... je lui dis donne-moi du travail. J'ai fait la bonne élève, j'ai demandé à bachoter. Donc j'ai demandé à ce qu'elle m'envoie plein de films pour comprendre son univers, ce qu'elle voulait, etc. Et du coup, j'ai fait mon travail. J'ai regardé les films, j'ai essayé de... Voilà. Et puis Lucie m'a aussi préparé plein de choses à voir. Et donc là, je me suis sentie un peu plus en capacité de voir un regard. Et après, j'ai mis juste en forme, enfin en action, avec Lucie, justement, cette chose qui consiste à regarder, s'interroger, ressentir et exprimer ce qu'on ressent. Et ça, c'est juste un truc qu'on fait tout le temps quand on voit un objet fini, quand ça arrive, quand le prototype arrive et qu'on est hystérique parce qu'enfin c'est là et que machin. Et en fait, il ne faut pas se réjouir, il faut dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux améliorer, pourquoi, qu'est-ce que je ressens au fond de moi qui fait que ce n'est pas exactement ça et comment on peut faire que ce soit différent. C'est un peu comme l'histoire de la moquette. J'étais gênée, puis en fait j'ai dit ok, on va tenter ça, et en fait on y arrive. Et du coup, en fait, avec Amandine, on a fait ce travail au long cours qui consistait à elle monter plein de choses, venir nous montrer, moi dire là je sais pas, là j'ai pas compris, j'ai pas ressenti ça, etc. Et donc parfois elle l'écoutait ou elle en prenait compte, parfois elle l'écoutait pas, elle en prenait pas compte, et c'était aussi bien parce que c'est ça aussi.
construire, c'est construire avec et contre. Et donc, du coup, il y a plein de moments où, voilà. Puis après, évidemment, on a fait la partie qui est plus facile, en fait, à comprendre, c'est le graphisme. De ce qui se passe à l'intérieur du film. Et c'était une expérience formidable. Et moi, vraiment, la raison pour laquelle j'ai accepté, parce que là, pour le coup, je me suis sentie vraiment en danger. C'était pas du tout ma zone de confort, en fait, comme là, maintenant. La raison pour laquelle j'ai accepté, c'est que j'ai adoré la rencontrer. Et un projet, j'ai fait un jour un tableau Excel, ça m'a rassurée. Pourquoi on accepte un projet et pourquoi on veut faire les choses. Je crois qu'on a appelé ça c'était quoi, le truc du désir ou l'expression du désir, je sais plus comment on a appelé ça. Et en fait, il y avait 4 cases et ça m'a permis de rationaliser mes choix. C'est le niveau de création, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut s'amuser, pas s'amuser, changer les choses, etc. La personne. Et ça, c'est vraiment aussi important que le niveau de création. Après, il y a la distance. Donc, le rapport entre la distance et la possibilité d'action. Et c'est vrai que quand on a des enfants, c'est essentiel, en fait. Là, en ce moment, on travaille sur un projet à Shanghai. C'est rare que j'accepte des projets très loin parce que j'essaye de maintenir un équilibre entre tout. Et la distance est quand même un frein. Et après, prosaïquement, il y a les sous. Voilà. Bon, je me permets de vous dire que parfois, oui, il m'arrive de regarder ces 4 critères et qu'il y a un équilibre qui se fait sur ces critères. Mais globalement, un projet pas intéressant avec des gens pas sympas, même très bien payés, ça marche pas. mais c'est intéressant en tout cas de. Enfin moi, à ce moment-là, parce que j'aime pas dire non en fait. Je suis plutôt quelqu'un qui a envie de faire plaisir et tout ça, et donc ça m'a permis en fait de mettre quelque chose de rationnel sur l'analyse de mon ressenti. Et parfois j'exprimais pas ce moment, et là-dessus mon équipe aussi est très forte parce qu'ils savent, ils voient mon hésitation, ils me disent Constance, t'en as pas envie? Et je dis non, et ils me disent on n'y va pas. Et en fait, j'ai du mal à dire que je veux pas y aller parce que je trouve que parfois c'est snob, prétentieux, pas machin, pas truc. Et en fait, je trouve qu'il faut être respectueux des gens qui nous demandent des choses parce qu'ils ont déjà ce courage de demander à un designer de travailler. Et du coup, j'accueille ces demandes. Et après, je trouve ça difficile de dire non. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, au fond, je sens que je suis pas la bonne personne ou que c'est pas possible ou qu'on va pas s'entendre ou plein d'autres raisons. Et c'est vrai que c'est difficile, mais qu'il faut savoir le faire. Voilà. Pardon, c'est très très solennel comme fin de phrase. On doit s'arrêter ou C'est peut-être des questions. Non, vous n'avez pas des questions là Moi, j'en avais encore une. Vas-y, crache. Une dernière. Ouais. Excuse-moi, dis ta question. Non, je voulais savoir si l'expérience du film, ça t'avait, c'était. Enfin voilà, ça t'avait. Ça m'a transformé. En fait, ça a transformé mon regard sur le sujet, par exemple. Et est-ce que. Parce que alors moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à 2001, Odyssée de l'espace, et Olivier Mourgue, qui, quand il a fait ce décor, c'était fascinant pour lui. C'était vraiment l'approche de l'espace en mouvement, en fait. Et toi, peut-être tu t'en rends pas compte, mais si quand même un peu. La fiction, c'est quand même quelque chose de très important. Et en même temps, tu as vraiment les pieds sur terre. Donc c'est vrai que l'univers d'un film de fiction au cinéma, tu pourrais tout à fait y être directrice artistique et en plus y apporter une conception de l'espace ou du mobilier. Tu as déjà pensé à des choses comme ça pour après? Parce que comme tu vas partout depuis 10 ans et très loin, tu peux aller... Je ne sais pas si je serais... Enfin, je pense qu'avant d'accepter, je me demanderais beaucoup si je suis capable et tout ça, parce que... mais je suis fascinée évidemment par les décors de cinéma. Moi, je suis très bon public, donc on me met une image, je suis partie. Il y a un truc que j'aimerais... Il y a plein de moments où je me suis dit, il y a un truc que j'aimerais faire dans un film, c'est le monstre, le grand méchant, quoi. Parce que, en fait, je trouve qu'on n'a pas encore trouvé... Enfin, pour moi, le meilleur grand méchant, c'est le Blob, parce que c'est un peu... C'est Barbapapa en mode méchant, quoi. Parce que tout est possible, en fait. Toutes les formes sont possibles. Ou l'absence de forme. Non, mais c'est... Ça ricane, bon, je sens que ça ricane. Et c'est vrai que pourquoi on va mettre des bras, des bouches, des dents, des écailles au grand méchant? Pourquoi c'est un alien? Pourquoi il sort de là? Pourquoi tout ça? Pourquoi ça sort des orifices? Pourquoi, enfin, tous ces trucs, en fait, tout ce qui joue sur notre imaginaire, je trouve ça assez fascinant. Et je me dis, ce serait génial d'avoir ça comme sujet. Je ne sais pas si j'y arriverai du tout, mais c'est un sujet qui, en tant que tel, m'intéresse. Ouais, et c'est vrai que le décor de cinéma, parfois...
on vient d'accueillir Clémentine à l'agence et elle a fait des décors de cinéma. C'est un truc qui me fascine parce que tout à coup, c'est la construction d'un univers totalement différent. Et je n'ai pas d'a priori, je ne sais pas ce que j'y ferai. Je me dis que je ferai mon maximum pour que ce soit bien. Je ne sais pas si ça marcherait, mais je trouve ça marrant en fait. Et si c'est marrant, on a envie de le faire. J'aimerais bien tenter une expérience comme ça en tout cas. En tout cas, si ça m'est proposé, je réfléchirai bien et je travaillerai beaucoup pour que ce soit. Mais c'est vrai que ça m'amuserait. Mais il faut pas. Faut essayer que ça ait du sens. Et que, oui, puis il y a des gens dont c'est le métier aussi. Il faut savoir respecter ces métiers-là. Et dans ces cas-là, je le ferai avec quelqu'un dont c'est le métier, avec son expérience, parce que aujourd'hui, je suis capable de faire une exposition comme celle-ci parce que j'en ai fait d'autres avant, parce que avant les grands pas, on fait des petits pas, etc. Et il faut aussi être assez raisonnable, enfin en tout cas comprendre que c'est des progressions. Et c'est vrai que c'est un autre univers, mais il faudrait que je fasse ça avec quelqu'un en qui j'ai confiance et que du coup on puisse un peu délirer. Mais c'est comme le spectacle, quand Jelin Préjocage est venu me voir, je me suis dit mais comment je vais faire quoi. Et en fait j'ai eu tellement peur. Mais en même temps, je me suis dit, on y va, quoi. Enfin, et je lui ai dit, mais t'es sûre et tout ça. Et à la fin, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as choisi? Il m'a dit, c'était l'énergie, en fait, parce que c'est un sportif, j'étais sportive, et en fait, on s'est bien entendu. Et du coup, c'est cette espèce de truc de combat qui lui a plu, et voilà, on est parti. Mais franchement, je sais même pas comment, quand je revois ce que je lui proposais chaque jour, je me dis, mais comment il a vu à travers ça? Et pourtant, jusqu'au bout, on est allé, et finalement, on a fait d'autres spectacles ensemble. Donc. Voilà, mais bon, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas jusqu'où le vaisseau... Le vaisseau, la Guisset Space Station. Voilà, attends, c'est le moment où je remercie la totalité de mon équipe parce que j'en ai cité 3. Mais regarde, j'ai la chance maintenant, puisque je ne les avais pas hier avec moi, même s'ils suivaient sur Instagram en live. Donc voilà, on a la chance d'avoir tout le monde, d'avoir Lucie, Avril, qui est ma collaboratrice depuis 10 ans, je crois. Enfin, 9 et demi peut-être. Voilà, bientôt 10 ans. Lucie, évidemment, dont je vous ai parlé. Je vois Jean derrière, là, qui fait sa tête, qui est aussi depuis très longtemps à la Guisset Space Station. Il y a Kevin et il y a Clémentine, qui est... Bon, je vois pas. Et Thomas, bien sûr, évidemment. Mais Thomas, en fait, on n'ose même plus dire qu'on se connaît. Donc, évidemment, Thomas, qui est dans la Guisset Space Station depuis maintenant 2 ans, 3 ans. À chaque fois, je dis, ça fait 1 an, mais non, ça fait 3. Voilà, c'est ça. Donc Thomas et on a cette chance d'être ensemble parce que je crois que c'est important de dire que quand on fait des projets de cette ampleur, on ne peut pas être seul. On travaille aussi dans une joie, dans une confiance et que moi je sais que sans cette équipe, en fait ce serait pas comme ça, ce serait pas aussi bien. Et en fait, c'est vraiment important et c'est un équilibre. Moi, j'ai tellement de plaisir à les voir. C'est tellement important, ils sont tellement forts. Ils m'épatent tout le temps. Et en fait, voilà, on est là ensemble, quoi. Et c'est la Guisset Space Station. Ça se sent, Constance. Ben oui, mais il faut aussi savoir le dire parce qu'on est là, évidemment. Je mets du fluo et je suis visible et tout ça. Mais je veux dire... La réalité, c'est que tout le monde ne met pas de fluo, mais on bosse tous. Ils ont d'une réactivité redoutable, je peux oui, te dire. Parce que quand on fait appel à toi et à ton équipe pour monter des expos en toute urgence, tout le monde est là à fond. Et Kevin, j'en ai parlé de Kevin tout à l'heure. Ouais. Je dis. On sent qu'il y a une énergie dans la station spatiale. Là. Écoute, on rit beaucoup parce que vraiment, le monde est dur. Franchement, moi, j'ai trouvé que ces derniers mois, tous les rapports humains étaient durs. Les gens sont très énervés. On a vécu des moments difficiles. Et heureusement qu'on en rit. Et heureusement qu'on mange beaucoup de chocolat. Et que bon, ça, c'est heureusement ou pas heureusement, ça dépend des moments. Mais pour le summer body, c'est moins bien. Mais sinon, c'est vrai que c'est important, quoi. Et on a plaisir, quoi. Enfin, voilà. Moi, juste pour finir avant les questions, merci parce que quand on s'arrête dans tes espaces, j'y suis retournée hier soir assez longtemps. C'est pour ça que j'étais très en retard après dans tout ce qui suivait. Mais je trouve que ce sont des espaces empathiques. En fait, ils sont pleins de douceur et en même temps plein d'énergie, plein de couleurs. Et on a envie d'y rester, on a envie de s'asseoir. Alors on n'ose pas évidemment, mais tu pourrais. Il y a aucun piédestal. Non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Mais franchement, on a envie de prendre un bouquin, de s'allonger sur la moquette, de se mettre sur le sofa, d'y rester. J'aimerais. On a vraiment envie d'y passer du temps. À la villa, ils veulent pas, mais. Non, mais...
Mais il en faut toujours un. Non, mais merci, parce qu'après Mais c'est la seule chose qui compte, Chloé. La seule chose qui compte, c'est qu'on qu'on soit bien dans les trucs qu'on fait. Sinon, ça sert à rien. Bah là, Ou alors on peut être chamboulé visuellement, mais à un moment donné, il faut que ton corps il soit bien dans l'espace. Donc voilà. Bah là, on a envie d'y rester. Franchement, si on peut avoir un petit billet pour rester un peu plus longtemps à la villa. Non, t'as vu, elle a dit non, la dame. Les espaces de Constance. Voilà. Merci. Bon, merci à toi, c'est des vrais moments de bonheur que de traverser ces espaces. Bon, merci beaucoup. Bon, bah écoutez. C'est à vous. Merci à vous. Ah, une jeune designer. J'ai éteint. Sur la couleur, Constance, la couleur n'existe aussi que par rapport à la lumière. Et est-ce que tu as dans la tête un travail sur la lumière, capter la lumière, la retransmettre et voilà, la couleur existe que par la lumière en fait. Donc chacun la voit, effectivement, tu l'as expliqué tout à l'heure, il y a une perception qui est différente. Et dans ce lieu même, la couleur est absolument la couleur des pierres, des arbres. Enfin, il y a une... Le lieu, en fait, donne des couleurs différentes. Voilà, donc c'est vrai. Continuer sur la couleur. Bah, effectivement, la couleur, c'est un reflet. C'est toujours c'est une communication entre la surface et la lumière. Et c'est vrai que travailler la lumière, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. On essaie toujours de capturer cette sensation de lumière. Parce on est un peu prétentieux et on essaye de faire des objets lumineux en fait et donc soit de faire disparaître la technique derrière quelque chose qui est juste une sensation, soit de donner des formes en fait qu'on imagine être celles que pourrait revêtir la lumière, des présences. Mais je crois qu'il y a encore mille choses à écrire. Moi, je crois que j'ai découvert la lumière quand j'ai fait du spectacle. Et je me souviens très bien des premiers moments où Angelin me disait tu penses c'est trop chaud ou trop froid la lumière? Je fais OK, j'ai pas compris la question. Et donc là j'ai compris qu'il fallait que je ressente en fait ça. C'était vraiment le tout début et tout à coup j'ai compris les mots qui mettaient sur ce que je voyais et j'ai commencé à parler ce langage, mais c'est un apprentissage aussi. Et je crois que c'est un apprentissage très long. Et j'aimerais bien qu'on n'arrive jamais vraiment à la capturer, cette lumière du jour. On essaye toujours de faire des relais de lumière du jour, comme on dit vulgairement. Mais au fond, on ne veut pas la capturer, on veut que ce soit différent. Ouais. Moi, Constance, je voulais t'interroger sur la peinture, parce que tu as parlé de beaucoup de couleurs et de dessins. Mais c'est vrai, quand on voit notamment l'espace là de la piscine, on voit aussi des fresques. Et pour moi, c'est un vrai travail de peintre, presque. Et je me demandais, est-ce que tu aurais envie, maintenant que tu explores tant la couleur et le dessin, de passer à la peinture à un moment donné? Et en quoi la peinture aussi, peut-être, est aussi une inspiration, ou en tout cas un domaine qui peut t'intéresser et t'influencer aussi dans ta culture picturale et artistique? Alors, la peinture, c'est forcément une inspiration. Enfin, en plus, par ma situation familiale, évidemment, je suis amenée à avoir beaucoup d'expositions et tout ça. Et évidemment, je puise énormément d'énergie, d'images, de tout ça. Après, moi, j'ai fait beaucoup d'aquarelles, mais jamais en dessinant. Je suis pas une assez bonne dessinatrice, en fait, pour me lancer là-dedans. Je pense que je connais mes limites. Je pourrais tenter des formes d'abstraction, mais je crois que c'est pas ma... Enfin, quand on aime autant Georgia O'Keeffe, on peut pas se dire qu'on aime les couleurs. On se dit oui, ça peut aller sur un mur pour un moment, mais en fait, en tant qu'œuvre, là, je pense que je serais pas du tout assez forte. Enfin, je le sais, et je préfère regarder tout ce qui se fait et le ressentir et le transformer. Par exemple, j'ai appelé cette tête de lit Georgia, celle qui est en galucha, enfin faux galucha. Et il y avait une version pleine de couleurs. Et c'est vrai que c'est les paysages de Georgia O'Keeffe qui m'ont inspiré ça. C'est vrai que j'ai eu l'idée du miroir Francis quand je suis allée visiter l'atelier de Francis Bacon. Ça n'a rien à voir, mais c'est parce que j'ai vu ce miroir piqué là-bas. Donc je les ai appelés à chaque fois en lien avec ces artistes. Mais c'est toujours une espèce de digestion en fait. Et donc il faut le temps, on plante une graine, on voit quelque chose. Et puis en fait, bien plus tard, il y a une plante qui sort. Mais ouais, non, j'aime vraiment bien faire des objets, en fait. J'aime vraiment bien faire des espaces.
Bon, bah, mes dessins sont là, mais je crois que ça va être rare en fait. C'est un moment, et puis on verra s'il y en a d'autres. Après, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On ne sait pas. Peut-être quand je serai vieille dans mon atelier toute seule en Normandie et que je ferai mes céramiques et ma sculpture du bois. Mais je suis plus sculpture sur bois. Enfin, moi, j'ai eu une machine à bois quand j'avais 10 ans. Je veux dire, j'aime la matière, quoi. Et la peinture, oui, j'ai fait plein de dessins quand j'étais jeune, mais pour l'instant, c'est pas encore. Mais j'aime le faire sur les murs, en revanche. Ça m'amuse beaucoup. Moi, je voudrais du coup en profiter parce que la peinture pièce unique, par exemple, on a discuté très rapidement du multiple en fait dont on travaille et de dire est-ce que tu es une designer industrielle qui produit pour la grande série. Et en fait, même quand tu produis des très grandes séries, tu n'en parles pas comme ça. En tout cas, quand on est dans l'intimité du discours, dans un montage. Et comment tu vois ce lien à la pièce que tu fais avec tes mains, que tu fais en maquette, qui est petite ou qui est grande et qui est une à un moment, et en équipe surtout, parce que ça on le sent beaucoup. Et comment après, cette production en série, tu la vois en fait dans cette diffusion, parce que ça reste comme des pièces uniques, mais qui peuvent être démultipliées, comme la Vertigo par exemple. Je me rappelle du premier prototype. Comment tu perçois ton objet à partir du moment où il sort et il est démultiplié presque en t'échappant. Voilà. Ouais, il m'appartient plus du tout en fait. Ça m'amuse toujours de voir ces photos, toutes ces annonces, ces petites annonces d'appartements avec des vertigos. Ça m'amuse. Oui, et ça m'appartient plus. On est chez les gens. Donc à chaque fois, en plus, moi, je dirais, forcément, je suis chiante. Donc je dis putain, elle a accroché trop, quoi. Mais ou elle est à l'envers. Donc mais en même temps, je me dis, en fait, on est chez les gens. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, avec Petite Friture, un jour, Amélie m'a demandé si j'acceptais, d'ouvrir les liasses. J'aime bien ce moment, parce qu'on pense toujours que je suis banquier. Mais d'ouvrir les liasses pour les architectes. Donc de dire aux architectes sur des canapés comme du Bilot, etc., est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Et ça, c'est un vrai danger. Et moi, j'ai vu d'autres designers refuser ça et dire non, c'est ça. Et c'est pas autre chose. Donc après, on peut les ouvrir de façon relative en disant c'est dans telle et telle catégorie pour être sûr quand même qu'il n'y ait pas trop de. Mais moi, j'étais prête à ouvrir les liasses en fait. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est quand même chez les gens et qu'à un moment donné, la couleur, ça peut leur appartenir et c'est pas grave. Bien sûr, c'est plus facile, on apprécie plus de voir ces objets dans ce qu'on a choisi, mais en fait, c'est plus chez nous quoi. C'est chez eux, donc très bien. Et c'est vrai que c'est industriel après, mais tu vois, je l'oublie en fait. Franchement, évidemment, je suis comme tous les designers, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir faire des choses accessibles, grand public. Et je pense que je suis plutôt grand public en fait. Je pense que les gens qui apprécient mon travail, c'est plutôt justement le grand public. Mais bon, c'est vrai que c'est plus moi quoi. Enfin, c'est terminé. Moi, je suis sur la suite en fait. Voilà. Oui, t'as raison. C'est une industrie relative, on n'est pas dans l'industrie, on reste quand même dans des petites séries, même Vertigo, qui est un best-seller, on me demande souvent les nombres et je ne le dirai pas. Mais en tout cas, Vertigo, c'est un produit qui est fait main tous les jours par des gens. Donc on reste malgré tout dans une dimension humaine. Et l'atelier, même si je ne connais pas le prénom des 40 personnes qui travaillent ça tous les jours, on les connaît, on travaille avec eux, c'est des collaborations longues, surtout sur des produits comme ça qui vivent longtemps. Mais même sur des produits plus industriels, si on prend un Nubilo ou un Francis, où c'est des techniques industrielles, l'échelle humaine reste parce que, à la base, il y a un dessin, une aquarelle, tu en as parlé, donc déjà, il y a du fait main. La technique nous permet de le reproduire à l'infini, mais malgré tout, ce qui sort de la machine n'est pas tout à fait la même chose à chaque fois. Il nécessite des ajustements en discussion avec les équipes et les partenaires. Et les entreprises elles-mêmes sont des entreprises qui sont de notre taille, c'est-à-dire ni petites ni grandes, en croissance, et avec qui on établit des liens. Donc finalement, c'est une aventure humaine du démarrage avec le designer jusqu'à quasiment même le client, parce que nombre de clients derrière peuvent acheter via un revendeur, mais finalement nous contactent pour avoir des infos, parfois contactent Constance, et il y a une espèce de proximité finalement. C'est un marché, et c'est aussi pour ça que quand on dit accessible, moi j'aime pas trop ce mot, parce que on n'est pas sur du haut de gamme, on n'est pas dans une galerie, on n'a pas l'intimidation de ça.
mais ça reste des pièces où il y a un soin, donc nécessairement quand même un prix. Et voilà, donc entre le haut de gamme et le mass market et le fast déco, qui est vraiment quelque chose en tout cas qui est, je pense qu'il faut revoir. Là, on est dans une espèce d'intermédiaire de rendre accessible effectivement, mais dans un certain respect d'un produit qui a été signé, pensé, travaillé, le travail de création est très long, mis au point de façon très longue, et on espère que le client derrière, il va garder ça très longtemps. Voilà. Mais c'est vrai que l'accessibilité, c'est un mot intéressant parce qu'on y associe souvent une dimension financière, et pour moi, c'est une accessibilité visuelle aussi. Et de valeur perçue, effectivement. Et j'aime autant faire des petites broches qui ne coûtent pas très cher et qui sont financièrement accessibles, etc. Je mets le même soin que des grands objets qui ont une valeur financière. Et c'est la même chose, mais visuellement, en fait, on peut se l'approprier. Et c'est vrai que c'est des objets qui sont quand même assez directs, d'une certaine façon. Voilà. Donc, et c'est vrai que c'est important de pouvoir toucher les gens. Constance, moi je voulais te poser une dernière question sur Amandine Gay, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je voulais que tu nous rappelles, tu développes un peu plus sur la sur rencontre, le film. Et sur le film qui s'appelle donc Une histoire à soi, et Lucie vient de me souffler, qui vient de sortir en salle. Donc Une histoire à soi. Et on n'a pas dit que c'était un documentaire quand même. Ça, je pensais que c'était intéressant. Exactement. que tu en parles, et tu parles de ce sujet aussi et pourquoi ça t'a touché. Donc Une histoire à soi, en salle depuis avant-hier, dans toutes les meilleures salles de France et de Navarre. Et donc c'est un film documentaire sur l'adoption internationale, vu à travers l'histoire de 5 personnes différentes qui racontent, mais jamais à la face caméra, toujours avec des images d'archives. Et c'est ça qui est aussi un tour de force dans ce documentaire. On vit leur vie d'enfants adoptés et de personnes adultes, mais sans jamais les voir aujourd'hui en tant qu'adultes. On les entend. Et c'est très touchant parce que du coup, ils disent des choses par petites touches qui nous dressent un portrait général et une intention. Et il y a un discours très profond qui se dessine à travers ces conversations et leur ressenti à tous, qui est évidemment très différent selon... qui est une enfant coréenne adoptée en France, qui est une enfant australienne mais qui se pensait suisse et qui est adoptée en Suisse. Voilà, donc la différence, qui est un enfant rwandais adopté à 7 ans et qui arrive en France. Voilà. Donc toutes ces histoires sont différentes et posent des questions, surtout beaucoup, plutôt que racontent quelque chose, posent des questions à propos de l'adoption internationale et des intentions de tous à travers cette adoption. Et des enjeux en fait. Et voilà, donc c'est vrai que c'était très touchant, c'est un sujet que je connaissais pas du tout et qui a complètement changé mon regard sur l'idée même de la famille, qu'est-ce qui fait famille, et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment important. Voilà. Toutes ces questions incroyables. Moi, personne n'a envie que je signe des trucs, on s'en fout, on distribue les foulards. Peut-être que des gens veulent une dédicace. Merci. Une mini-question, Constance. Ton rapport aux bijoux, ça m'a toujours intriguée parce qu'au musée, on a une très belle collection de bijoux contemporains et je trouve que ce changement d'échelle par rapport à quelqu'un qui produit même des objets de grande dimension et des installations et des environnements comme ce que tu proposes ici, il y a heureusement une salle où on voit les bijoux. Mais comment tu es venu aux bijoux? Parce que moi, je trouve que c'est un des domaines de ta production qui est extrêmement intéressant, mais peut-être moins connu que le reste. Alors, c'est une bonne question. Écoute, le premier bijou que j'ai fait, je pense, c'était peut-être sur le sujet chez Créo autour du cou, où j'ai fait un bijou qui s'accrochait aux oreilles. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire autour du cou, voilà. Pourquoi on ne s'accroche pas et pourquoi ça ne vole pas, en fait. Parce que j'aime bien quand il n'y a pas de gravité. Ou qu'on ne la sent pas, en fait. C'est un peu un mensonge, parce qu'en fait, le tomber vient de la gravité. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Esther de Bossé, qui est une fille extraordinaire, avec qui je passe toujours des très bons moments, et qui m'a dit on fait des bijoux ensemble, machin. Et là je me suis dit ok, on va faire des bijoux amusants, et donc du coup il y a les bijoux cap, il y a les bijoux Nebula, et puis il y a ces bijoux aimants en fait, où là c'est l'attraction des deux aimants qui s'attirent mais sans se toucher. Donc à chaque fois on questionne un peu le bijou, et puis on peut faire en tout petit des choses qu'on peut pas faire en grand, et puis on peut aussi faire des choses... on est dans une logique décorative, on est dans du détail, on est dans des objets de désir, des objets qu'on peut toucher. Moi, je crois beaucoup que les objets qu'on n'a pas envie de toucher, c'est des objets qui sont
pas très bien, mais bon, ça c'est... Et en fait, tout ce que je trouve intéressant comme objet, en général, j'ai tout de suite envie de le toucher. Et susciter le désir de toucher, c'est quelque chose qui est... qu'est-ce qui fait qu'on a envie de toucher quelque chose et comment on peut provoquer ce désir. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et le bijou, c'est vraiment quelque chose qui est très intime. C'est une petite échelle, mais c'est un rapport à soi qui est justement très différent. Et c'est ça qui m'amuse beaucoup. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je ne porte pas beaucoup de bijoux, par exemple. Je ne suis pas tellement une femme à bijoux, mais j'adore ça. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas. Voilà, je mets toujours une petite boucle d'oreille. Voilà, bon, voilà. Mais je ne porte pas énormément de bijoux, mais je trouve qu'il y a je comprends, en fait, j'ai le désir de bijoux. C'est quelque chose que j'adore voir les femmes porter des bijoux, ça me plaît. Et je trouve qu'il y a un truc très sensuel dans son rapport aux bijoux et c'est vrai que ça m'amuse beaucoup. Et après, mais même la broche Solar, en fait, c'est venu du fait que nous, on imprimait au bureau pour entretenir la machine, l'imprimante 3D, on imprimait des mini Vertigo. Et donc, on les portait comme ça dans les cheveux. Alors, Avril, elle porte toujours des trucs incroyables dans les cheveux. Donc, Avril les portait dans les cheveux. Alors, moi, c'était plus difficile, mais... Et moi, je portais en broche ces mini Vertigo et c'était pour entretenir la machine. On disait, qu'est-ce qu'on imprime pour entretenir la machine? Ok, on sort une Vertigo, boum, voilà. Et on les offrait et tout ça. Puis tout le monde dit, c'est canon et tout ça. Et puis, pour l'expo Autophoto, ils nous ont demandé de faire un objet, une broche avec tout simplement. Et on s'est dit, bah voilà, on va faire ça comme une roue, quoi. Et en fait, évidemment, c'est Vertigo, c'est la roue, c'est l'autophoto. Et c'est parti. Et ça a marché. Et puis, tout simplement, on nous a dit, ah, ce serait bien d'en faire une deuxième. Du coup, on s'est dit, ok. Et ben du coup, Solar est né. Donc voilà. Et puis là, on est en train d'essayer d'en dessiner une troisième. Mais je pense qu'au bout de la 4e itération, je suis toujours pas content. Donc on n'y est pas encore tout à fait. Ça devait sortir l'année dernière, en janvier. On verra. Mais parce que ça prend. Enfin, c'est énormément de travail. C'est voilà, c'est à la fois très technique parce que on porte, ça tombe, etc. Machin. Et puis c'est un grand plaisir. Puis là, pour le coup, c'est un objet fait aussi en grande série. Fait à la main aussi, en France. Et c'est un plaisir de pouvoir les offrir. Moi, c'est pour ça que je fais des objets comme ça, c'est que je peux les offrir à mes copines. Et non, mais c'est vrai, j'en ai toujours dans mon sac et voilà. Et donc j'en offre, ça me plaît. Voilà.